Donc, bonjour et bienvenue à chacun et chacune. Je suis Carole Alarcon, je suis référente en éducation et promotion de la santé au sein de l'IREPS et j'ai le plaisir de vous accueillir sur une des matinales du DRAPS qui est consacrée à un programme basé sur la pleine conscience intitulé MBCP Naissance et Parentalité. Il va vous être présenté en détail par le docteur Thierry Cardozo. Il sera suivi par le témoignage de Madame Béatrice Vermelin, qui est gynécologue obstétricienne à la polyclinique du Grand Sud de Nîmes et qui le met en place dans ses pratiques professionnelles. Et on aura un dernier temps d'une vingtaine de minutes à peu près pour pouvoir échanger avec un appui vos questions que vous allez nous passer dans le cadre du chat. Voilà. Et je me permettrai du coup de les reverser au docteur Cardozo et au docteur Vermelin en fonction du type de questions. Voilà. Je vais juste vous faire un petit topo de présentation de l'IREPS qui porte ce dispositif du DRAPS dans lequel vous êtes ce matin. Donc, l'IREPS travaille dans le champ de l'éducation et de la promotion de la santé. On est une structure régionale avec 5 missions principales: la contribution aux politiques publiques de santé et à l'animation des territoires. Donc, à ce titre, il y a 13 départements sur Occitanie, un référent territorial par département et une équipe tout autour pluridisciplinaire de chargés de communication. J'en profite pour saluer Guillaume Reis qui a la technique en back-office avec nous ce matin et qui nous permet d'être en confort et en sécurité pour toute cette partie technique. Nous avons aussi des chargés de documentation, des conseillers méthodologiques et des chargés de projet. Et tous ensemble, on œuvre pour apporter un appui méthodologique aux porteurs d'action de terrain à tout moment de l'action, que ce soit dans l'interrogation d'une action à venir ou dans le déroulement d'une action où il y aurait un besoin qui émergerait dans les objectifs, dans le déroulement ou dans les indicateurs d'évaluation. Nous travaillons aussi sur de la formation thématique ou plus théorique sur l'éducation et la promotion de la santé. Alors des formations que vous avez dans le cadre du DRAPS ou du service de formation de l'IREPS et elles sont voilà, généralistes ou thématiques et aussi sur mesure. Il y en a des globales et puis des sur mesure. On apporte aussi un appui documentaire aux professionnels et là, les chargés de documentation entre en piste, elles sont basées sur Toulouse et sur Carcassonne. Et on a aussi des programmes régionaux, dont un assez important, assez conséquent du Conseil régional Occitanie, auprès des missions locales sur le développement des compétences psychosociales des jeunes. Et ce qui nous attache aujourd'hui, c'est notre matinale qui est hébergée par le DRAPS. C'est un dispositif que porte donc l'IREPS, qui est financé par Santé publique France et piloté par l'ARS Occitanie. Donc, c'est un dispositif de transfert de connaissances qui est là pour faciliter la mise en lien entre les chercheurs, les acteurs de terrain et les décideurs et qui fonde sa programmation sur les besoins des acteurs. On a des CODEP, des comités départementaux dans les 13 départements qui permettent de faire remonter les besoins, des enquêtes aussi qui sont passées dans le cadre de la coordination du DRAPS et chaque année, en appui avec l'ARS région et les antennes départementales de l'ARS, on met en place un programme pour essayer d'être au plus proche des acteurs de terrain. Du coup, ça nous permet d'avoir des spécificités et de pouvoir vraiment avoir des accroches spécifiques. On diffuse par ce biais et dans les suites de tout ça des outils et on partage des méthodes. C'est les matinales qui nous permettent de le faire, c'est les journées d'échange régionales, c'est tout un tas de dispositifs dont la coordinatrice Marie Donius du DRAPS met en musique tout au long de l'année pour renforcer les fameuses compétences des professionnels et du coup pouvoir agir au plus près sur le terrain. Voilà, des objectifs de la matinale, c'est de valoriser des projets issus d'une recherche interventionnelle en mobilisant les données probantes. L'idée, c'est d'évoquer les freins et les conditions de réussite du projet issu de ces recherches interventionnelles
en mobilisant des éléments qui ont été analysés et qui nous permettent de pouvoir amener des recommandations pour la reproduction tout en le mettant à l'échelle de notre contexte. Et c'est là aussi où les référents territoriaux de l'IREPS peuvent être à votre service pour voir un petit peu dans votre cadre d'activité, dans votre contexte et dans votre territoire et au regard du maillage d'acteurs que vous avez autour, comment cela pourrait s'installer. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser dans le cadre de la matinale à la pleine conscience. Alors la pleine conscience, c'est quelque chose qui suscite beaucoup d'intérêt, qui est un peu encore novateur en France, très utilisé dans d'autres pays. Et pourquoi l'IREPS s'est attaché à mettre en place ces programmations, c'est parce qu'on est convaincu que c'est des outils assez merveilleux pour renforcer le pouvoir d'agir des publics, puisqu'on s'attache vraiment au développement des compétences psychosociales par ce biais-là, et du coup assez novateur, donc du coup besoin de travailler tous ensemble et de promouvoir ces types de programmes pour aller un peu plus loin avec les publics et leur permettre d'améliorer leur état de santé et leur bien-être à tout moment de la vie. Donc, du coup, vous avez un cycle de conférences assez complet. Il y a eu un premier temps en mois de juin. Il y en aura un autre au mois d'octobre, je pense que c'est le 8 octobre, qui présente la pleine conscience sur diverses thématiques. Et vous allez pouvoir retrouver tout ça pour ceux qui n'ont pas vu la première et qui seraient intéressés sur le site du DRAPS, puisqu'on met en ligne quelques jours après la diffusion de ces vidéos. Donc, vous pourrez les retrouver sur le site du DRAPS, de l'IREPS, et sur la chaîne YouTube également de l'IREPS. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à un programme adapté à la grossesse et à l'accouchement pour faire davantage d'attention et de clarté et de sérénité dans ces moments-là. Donc, je vais laisser la place au docteur Thierry Cardozo pour vous dévoiler tout ce programme. Et puis ensuite, vous aurez l'expérience de terrain de Madame Vermeulen. À tout à l'heure. Merci, merci beaucoup, Carole. J'espère que vous m'entendez bien. Et bonjour à toutes et à tous. Peut-être en attendant, je me présente. Donc, je suis responsable d'unité périnatalité petite enfance à Santé publique France. Et une de nos missions, effectivement, de recenser les interventions efficaces, probantes, soit dans la littérature, soit sur le terrain, et évidemment les deux, pour ensuite voir, comme vous l'avez mis dans les objectifs, quels sont les freins et les leviers pour pouvoir implanter des interventions sur le terrain et évidemment travailler à ce qu'on appelle la transférabilité, le passage à l'échelle. La transférabilité comprend l'adaptation au sens culturel du terme. Les programmes probants qui ont fait donc la preuve de leur efficacité dans la littérature. Donc en effet, nous on s'intéresse dans l'unité à toute la période périnatale et la petite enfance, c'est-à-dire essentiellement la période de la grossesse et les 2 premières années de vie de l'enfance que aujourd'hui on appelle le concept des 1000 premiers jours. Et ici, vous avez donc il y a énormément de littérature sur le stress vous avez ici Sonia Lupien qui a créé le centre de recherche au Canada sur le stress chez les humains et qui a fait il y a déjà quelques années, en 2009, une revue de littérature qui montrait comment le stress impactait sur toute la trajectoire de vie, donc à tous les âges, sur l'organisme humain, la biologie, et évidemment dans le tout début de la vie, dès la grossesse, reprenez toutes les études qui montrent que l'exposition à un stress chronique maternel, donc prénatal, pouvait avoir un impact important, significatif sur la construction, la structuration organique, biologique du cerveau, notamment impliquée dans un certain nombre de fonctions comme les fonctions cognitives et la santé mentale. Bien sûr, ces effets dépendent de l'intensité de l'exposition au stress chronique. Je vais revenir sur ce qu'est ce stress chronique. Et de l'interaction entre l'expression génétique et les expositions environnementales adverses antérieures. C'est ce qu'on
on a appelé aujourd'hui l'épigénétique, c'est-à-dire que le capital génétique va ou pas s'exprimer en fonction des événements qui sont vécus dès le début de la vie. Alors, vous avez à droite un petit graphique qui est issu du centre d'Harvard spécialisé dans le développement de l'enfant et qui vous montre les différents niveaux de stress. Il y a le stress positif qui est tiens, je dois faire une présentation, j'arrive pas à charger ma présentation. Bon, j'ai une petite accélération des battements cardiaques, peut-être un peu de sécheresse dans la gorge. C'est même quelque chose d'assez positif parce que c'est souvent quelque chose qui nous anime, qui nous motive, qui nous fait passer à l'action. C'est le trac chez les artistes, par exemple, avant de monter sur scène. Il peut être un peu plus fort, c'est ce qu'on va appeler le stress tolérable. Ça commence à être peut-être un peu handicapant à partir du moment où la réponse au stress commence à être un petit peu en difficulté, mais elle est souvent, dans ce cas-là, soutenue, un petit peu réduite par le support. Par exemple, là, grâce à Guillaume, j'ai un stress tout à fait tolérable, puisqu'il permet de répondre en fait aux besoins du moment. Le stress toxique, c'est lorsqu'on va avoir une balance défavorable entre les ressources qu'on peut mobiliser suite à un événement stressant et l'intensité de cet événement. C'est-à-dire que là, même si on a, on a la volonté en fait de répondre à ce stress, on n'y arrive pas. Et bien sûr, c'est renforcé par l'absence de soutien extérieur. On ne va pas avoir de personnes pour nous aider. Voilà, merci. Donc, il y a d'autres études. Voici une étude qui a montré quel pouvait être, qui a fait un peu le point sur les effets de ce stress vécu pendant la grossesse sur l'enfant ou sur plutôt le fœtus, car vous voyez qu'il peut y avoir des fausses couches, des menaces d'accouchement prématuré, parfois des malformations, assez souvent des retards de croissance intra-utérin. Ce qui nous intéresse, c'est pas seulement en effet les effets chez le bébé, mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que depuis les années 80, grâce aux travaux d'un épidémiologiste anglais qui s'appelle David Barker, on a pu commencer à faire un lien entre des événements vécus dans cette période très sensible de la grossesse et de la petite enfance et l'apparition de maladies chroniques à l'âge adulte. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour pouvoir travailler en prévention. Vous voyez ici, et ça peut vous paraître tout à fait étonnant, que la diversité des maladies, comme les maladies cardiovasculaires, c'est au départ là-dessus que David Barker a fait le lien. C'était de la mortalité due à des maladies cardiovasculaires liées à des retards de croissance intra-utérin chez ces personnes à leur naissance, mais aussi l'obésité, et ça dès l'enfance, le diabète de type 2, ce qu'on appelle la programmation prénatale de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Je vais revenir, c'est un terme très barbare qui veut dire simplement, qui veut dire que c'est la façon dont on va pouvoir en fait moduler, on va le revoir tout le long de cette présentation, c'est le cœur du programme, comment on va gérer en fait la réponse au stress par l'activation de ce fameux axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. J'ai entouré ici en rouge deux autres issues de grossesse importantes. La prématurité, vous savez peut-être qu'en France, on a encore 7% d'enfants qui naissent prématurés. C'est important, encore plus dans les régions d'outre-mer. Hein, c'est à peu près le double. Et puis, la dernière ligne, où vous voyez que les situations psychosociales dans l'enfance difficile, les carences affectives, la négligence, peuvent être liées ensuite à des troubles du développement, des retards cognitifs et moteurs, des troubles émotionnels et comportementaux. Là encore, on retrouve l'obésité. Tout ça est issu des travaux de Marie-Aline Charles, qui dirige la grande cohorte ELF, qui suit maintenant depuis 11 ans des enfants à la naissance. Alors, pourquoi c'est si important de s'intéresser au stress toxique? C'est que nous avons des structures dans notre cerveau qui vont être particulièrement impactées dans la réponse au stress. On a l'hippocampe, l'amygdale, le cortex préfrontal, qui sont les trois grandes régions qui vont être impliquées dans cette réponse. L'hippocampe, c'est ce qui va nous permettre de former toute la mémoire spatiale, mais aussi la mémoire
émotionnelle. L'amygdale, c'est elle qui, sur la base des mémoires émotionnelles, va nous déclencher en fait comme une alarme, hein, par exemple, devant un danger immédiat. C'est ce qui va nous permettre de comprendre qu'il y a une menace et de déclencher la réponse. Le cortex préfrontal, à la différence des animaux, par exemple, c'est qu'il va se mettre en lien pour aider à évaluer la situation, pour prendre des bonnes décisions. Et c'est toute la différence avec cette capacité qu'on va avoir, par exemple, à porter attention aux détails importants d'une situation et décider de l'action à mener. Donc ces trois régions de notre cerveau sont interconnectées, sont en communication par plusieurs systèmes de relais. Le petit problème, si je puis dire, c'est qu'en cas de stress aigu, et si on ne s'est pas entraîné finalement dans cette flexibilité qui permet d'interconnecter lorsqu'il y a une menace ces trois régions, si on n'est pas entraîné, en fait, le cortex préfrontal, lors d'une menace, va se déconnecter et on ne va pas avoir cette capacité à raisonner. En d'autres termes, à chaque danger, ensuite, je vais me dire non, j'aurais pas dû réagir comme ça, la prochaine fois, je ferai comme ci ou comme ça. Mais en réalité, lors d'un nouvel événement, si je ne me suis pas vraiment entraîné à regarder ces petits détails, à porter cette attention fine à ce qui se passe réellement dans ma capacité à réagir, la déconnexion cognitive va se faire. Alors, comment ça se passe en pratique? Et on l'a tous vécu, et parfois même au quotidien, donc sur le petit stress. Tout le monde connaît très bien ça. Dès qu'on a un événement stressant, ça peut être j'ai perdu mes clés ce matin, ça peut être je cherche quelque chose, il y a une cascade d'événements biologiques qui vont se mettre en œuvre. C'est d'abord la sécrétion d'un cortège d'hormones du stress telles que l'adrénaline et le cortisol. C'est ce qui nous permet de nous défendre, ce qui nous permet de nous mettre en mouvement. L'adrénaline, c'est ce qui permet vraiment au corps de se mettre en capacité de répondre à un événement. Le cortisol, c'est ce qui va nous permettre de gérer éventuellement une douleur lors d'une agression. Et donc, on va avoir cette capacité à augmenter sa vigilance, mais aussi l'anxiété. Et c'est vraiment notre instinct de survie qui met ça en œuvre. On a trois types de réponses au stress qui sont maintenant classiquement bien connus, qui sont l'attaque, je suis agressé, je réponds, la fuite, je pars en courant, ou alors je suis complètement sidéré, incapable de faire quoi que ce soit. Cette réaction, elle est chez tout le monde pareille, avec plus ou moins enfin en tout cas la possibilité de ces réponses-là, pardon, cette réactivité-là, ces trois grandes possibilités. Et en fonction des situations et en fonction des personnes, soit on va attaquer, soit on va fuir, soit on va être sidéré. Ça dépend évidemment de l'agression, du contexte, etc., etc. Cette réactivité automatique, c'est ce qu'on appelle le pilote automatique. Je n'ai pas besoin de réfléchir si un lion entre ici dans la pièce où je suis, je vais tout de suite avoir une de ces types, peut-être les trois, être sidéré, fuir, attaquer, etc., etc. Donc, ça va déclencher des comportements soit agressifs ou alors auto-agressifs dans certains cas, des réactions de fuite ou de passivité. Et surtout, ce qui est intéressant ici pour nous, c'est la consolidation de la mémoire traumatique. J'ai vécu un événement, j'ai réagi d'une telle manière, cette manière de réagir et cet événement vont s'inscrire dans cette mémoire traumatique. Donc, vous avez ici la description des zones dont je parlais tout à l'heure, l'amygdale donc qui va nous permettre vraiment d'attirer l'attention, l'hippocampe qui va mémoriser, mais qui peut être altéré dans ce stress chronique à partir du moment où le cortisol, le stress chronique, le cortisol continue sans arrêt d'être sécrété. Et puis cette courroie de transmission, qui a un nom un peu barbare, le cortex singulaire antérieur, entre les différentes zones du cerveau, ne va plus fonctionner efficacement et on ne va plus être en capacité de manière correcte à réguler les émotions. Et puis le siège des décisions, qui est le cortex préfrontal, va être altéré aussi. Plus on sécrète du cortisol, ici qu'on peut arriver même jusqu'à des diminutions de volume de la substance grise. C'est exactement ce qu'on va trouver chez les bébés qui naissent de mamans qui ont vécu des stress post-traumatiques, qui vivent dans des situations de guerre, où on va avoir à la naissance des cortex préfrontaux, parfois même complètement atrophiés.
ce qui va faire des bébés qui vont être incapables, par exemple, de contrôler leurs émotions. Il faudra prendre soin pour pouvoir refaire maturer, et heureusement, on peut y arriver si on intervient très très tôt, au moins dans les 6 premiers mois de l'enfant, pour pouvoir refaire maturer cette capacité ensuite à gérer ses émotions, s'adapter aux situations, prendre des décisions à l'âge adulte. Alors, c'est ce que je viens de dire. Ça a l'air d'être des nouvelles catastrophiques, mais heureusement, on peut atténuer tous ces effets à partir du moment, et ça a été montré ici, notamment des études qui ont montré que les niveaux élevés de cortisol qui avaient été objectivés chez des mamans qui avaient des niveaux d'angoisse élevés et pour lesquels les enfants étaient 2 fois plus susceptibles de trouver des troubles émotifs ou de comportement dans l'enfance, voire jusqu'au début de l'adolescence, pouvaient être atténués par des soins attentifs optimaux dès la naissance. Et ça, c'est, je dirais, la bonne nouvelle, à condition de se rendre compte et d'attester qu'il y a bien eu une situation, ce qu'on appelle adverse précoce. Donc, chez l'enfant un peu plus grand, mais dès le bébé, lorsqu'un enfant éprouve des difficultés, par exemple, de manière prolongée, dans le cas, quand je parle de difficultés, on parle de choses très graves, hein, d'abus physiques, émotionnels, de négligence chronique, d'exposition à la violence conjugale, familiale, ou des conditions de précarité telles qu'il y a une incapacité en fait à répondre à ses besoins fondamentaux. Bien entendu, les inégalités sociales se construisent, on le sait, et notamment en santé, se construisent dès cette période des 1000 premiers jours. Et donc, évidemment, du fait de vivre des événements adverses très précoces, alors il y aura, on peut s'en douter, probablement, des effets, et notamment sur l'ensemble de l'organisme. Ce sont des perturbations qui peuvent aller, donc je parlais pas des enfants à 6 mois, mais on a aussi à 5 ans, à 10 ans, donc vous voyez que ça peut vraiment avoir des effets à long terme, à partir du moment où, évidemment, les effets sur l'architecture du cerveau n'ont pas été compensés par un développement harmonieux, et bien sûr d'autres organes qui peuvent être, dont le développement peut être entravé, notamment par ces situations-là. Tout un cortège, si je puis dire, ensuite de troubles de l'organisation, de troubles cognitifs, linguistiques, émotifs, sociabilité, du comportement, du sommeil chez l'enfant, voire des troubles psychiatriques plus graves jusqu'à l'âge adulte. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que tous ces effets-là, non seulement vont avoir un effet sur la première génération, c'est-à-dire les événements adverses vécus par une maman enceinte vont avoir un effet sur son bébé, mais par cette incorporation des événements dans les gènes, c'est-à-dire l'épigénétique, les propres cellules du bébé qui ensuite vont être des cellules germinales, c'est-à-dire pour la reproduction, vont avoir potentiellement un effet sur sa propre descendance. C'est ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle et l'impact de l'épigénétique en fait, sur la transmission. Donc ça, ce sont des données assez récentes et on sait aujourd'hui que vous avez un certain nombre de références, qu'il y a eu des études qui ont été faites sur la mindfulness, pleine conscience, des entraînements intensifs et des effets sur les télomères, c'est-à-dire les petits bouts de chromosomes qui raccourcissent en fait avec le stress, et ce raccourcissement est réduit par des entraînements intensifs à pleine conscience. Alors, juste pour redire ici un schéma assez global, que le stress chronique, il est au cœur évidemment, je dirais, c'est un petit peu la résultante de tout ce que l'on vit. Donc, les contextes de vie sont absolument fondamentaux à comprendre. C'est assez classique pour les gens qui travaillent en promotion de la santé, ce qu'on appelle les environnements, essayer de développer des environnements favorables. C'est ça que ça veut dire. C'est pas juste je dirais une belle idée, c'est que très concrètement, c'est de comprendre quels sont les déterminants qui vont avoir un effet global sur la santé au sens OMS du terme, hein, c'est la santé physique, mentale, sociale. Et donc, on voit qu'il y a plus ou moins de prégnance, d'intensité en fonction des situations. Si je prends ici ce bloc sur l'impact des facteurs sociaux
du stress, on voit qu'il y a toute une variété de situations qui, de fait, vont entraîner un stress chronique qui, lorsque on est dans la période de la grossesse, évidemment, vont entretenir ce stress. Alors, tout ça nous permet d'arriver progressivement sur le cœur du sujet, qui est la question de la dépression périnatale. Ici, voici les facteurs connus de dépression postpartum qui sont listés ici, comme bien sûr une dépression pendant la grossesse préexistante, l'anxiété chronique pendant la grossesse, cette permanente projection de pensées négatives pendant la grossesse, une pensée anxieuse, des antécédents familiaux, des événements de vie évidemment stressants pendant la grossesse, un support social faible. L'isolement des femmes est probablement un des facteurs les plus importants sur la difficulté à faire face à l'adversité, si je puis dire. Bien sûr, conflit, mais on peut parler de violence dans le couple, ça c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, et bien sûr tous les aspects de vie au quotidien, comme le faible revenu, comme le fait d'être nouvel arrivant, migrant sans support social, etc., etc. Tous ces facteurs, bien sûr, vont avoir des liens avec les difficultés, ce qu'on appelle moins d'expérience d'accouchement optimal, c'est-à-dire les difficultés que pourra avoir la maman à finalement avoir un accouchement tel qu'il aurait pu se passer, la dépression, on vient d'en parler. Les questions autour de la qualité d'attachement sont très importantes, c'est-à-dire que la disponibilité de la maman va être moindre, donc plus de négligence, d'abus infantiles, ça c'est possible aussi. On a pu voir des études qui montraient que des troubles de l'attention, de l'hyperactivité chez l'enfant pouvaient être liés aussi à des événements vécus dès la grossesse. Bien sûr, c'est potentialisé souvent, parfois, lorsque c'est présent, par les effets de toxiques comme par exemple le tabac et l'alcool ou d'autres toxiques. Donc pour en arriver à MBCP, on n'est pas arrivé par hasard. On y arrive aussi parce que toute cette question de l'anxiété, du stress pendant la grossesse a été largement étudiée, et l'idée est de savoir mais comment faire pour essayer de soutenir les mamans, les papas aussi, comment réduire, ou autres parents, comment réduire cette anxiété, ce stress pendant la grossesse. Donc là, il y a une revue notamment ici de 14 études prospectives qui ont montré qu'il y avait vraiment un effet à partir du moment où on avait des programmes qui visaient de manière explicite à réduire le stress maternel pendant la grossesse. Donc il est tout à fait intéressant de regarder est-ce que nous avons des interventions qui adressent ce problème-là. Si nous avons regardé dans l'équipe, nous sommes en train de mettre à jour et finaliser une revue de littérature là-dessus spécifiquement. Dans cette revue de littérature que nous avons faite, nous avons évidemment identifié depuis quelques années ce programme créé par Nancy Bardeki, une sage-femme américaine, qui en 1998 a adapté du programme MBSR dont je parlerai le 8 octobre, à finalement sa pratique clinique. Elle s'est dit, mais au fond, c'est évident, ça peut aider le fait de travailler sur cette réactivité au stress dont je vous ai parlé, ce pilote automatique, bien entendu, c'est le cœur du sujet pendant la grossesse, l'anxiété et les ruminations aussi du passé, les mémoires de grossesses précédentes, par exemple, qui ont été défavorables, pour lesquelles il y a eu un traumatisme particulier. Ce programme a donc fait l'objet actuellement d'un travail de transférabilité avec une première cohorte d'instructrices formées. Vous aurez le témoignage tout à l'heure de Béatrice Vermeulen sur comment elle implante ça dans son quotidien de gynécologue. Il y a la création d'un diplôme universitaire à l'Université de Lorraine pour délivrer ce programme et former les instructrices aussi à la promotion de la santé périnatale. Donc, Nancy Bardeki a proposé 5 intentions dans ce programme, d'enseigner la pleine conscience en tant qu'habileté de vie. Comme l'a dit tout à l'heure Carole Alarcon dans son introduction, c'est vraiment une façon de développer les compétences psychosociales ici pour réduire le stress pendant la grossesse et après, car
évidemment, on va le voir, il y a un impact sur le début de la parentalité et tout le reste de la vie des parents. Spécifiquement pour travailler avec la peur de l'accouchement et la douleur. Donc là encore, en développant des compétences de pratique qui vont spécifiquement permettre de travailler sur la gestion de la douleur, on va y revenir, et de la peur. Se préparer au début de la parentalité, ce qu'elle a appelé semer des graines pour la parentalité avec sagesse, compassion et connexion à l'écoute dès la naissance. Je reviendrai un petit peu sur l'idée de compassion. On a pas mal parlé dans la conférence précédente. Ça reprend, c'est très très important ici, évidemment, dans la grossesse, où la responsabilité n'est pas seulement portée sur soi, mais sur un bébé à venir. Et donc, on voit bien que la pression est d'autant plus forte, pression qu'on se met soi-même. Interrompre les schémas de souffrance intergénérationnelle, j'en ai parlé, vous voyez pourquoi maintenant, l'importance d'essayer d'interrompre ces schémas lorsqu'ils sont porteurs de souffrance intergénérationnelle. Et une cinquième intention, qui n'était pas là au début du programme BCP, qu'a rajouté Nancy Bardecki récemment, rompre l'isolement des mères. Je vous ai montré à quel point ça pouvait être un facteur, peut-être un des facteurs les plus importants de grossesse, voire d'issue défavorable. Alors, juste un mot sur, puisqu'on parle beaucoup de compétences psychosociales, vous le savez sans doute, ici la définition de l'OMS qui a donc identifié 3 grandes catégories de compétences, les compétences sociales, les compétences cognitives et les compétences émotionnelles. Les compétences sociales, c'est la communication, l'expression, l'écoute, c'est clairement quelque chose qui est explicitement adressé, on va le voir dans le programme MBCP. Résister à la pression, là on est plus sur l'affirmation de soi, capacité de négociation, gestion des conflits, ça a toute son importance parfois aussi, évidemment. Ici, l'empathie, la coopération et la collaboration en groupe, ça aussi c'est très important globalement dans les programmes basés sur la pleine conscience. L'effet groupe est fondamental. Il y a ce qu'on appelle revenir, ce que j'avais montré la dernière fois, sur la commune humanité. Ce que je vis n'est pas exceptionnel au sens je suis le seul à le vivre dans le monde. Ce que je vis est parfois très difficile et porteur de souffrance, mais d'autres personnes le vivent aussi, et on arrive ensemble à regarder comment font les uns les autres et surtout entraîner du soutien et de la collaboration. Et ça, c'est un point important. Le plaidoyer, la persuasion, l'influence, c'est aussi évidemment une compétence sociale importante. Sur les compétences cognitives, la prise de décision, la résolution de problèmes, on voit que ce sont des compétences qui sont complètement obérées lorsqu'on est en pilote automatique dans la réactivité et le stress, on n'y arrive pas. La pensée critique et l'auto-évaluation, la conscience de soi et les influences. Évidemment que la conscience de soi est au cœur, on imagine bien, de la pleine conscience et des pratiques. Non seulement la conscience de soi, mais la conscience de ce qui est en train de se dérouler à l'instant. Les compétences émotionnelles, la régulation émotionnelle, là aussi on a vu, elle est au cœur de cette question de répondre plutôt que réagir, et je vais y revenir tout de suite. La gestion du stress, c'est savoir effectivement gérer son temps. La pensée positive, on va y revenir, il ne s'agit pas de voir tout en joli, c'est plutôt d'essayer d'équilibrer les anticipations anxieuses. Les anticipations anxieuses, c'est toujours mettre en avant ce qui peut potentiellement être menaçant. Ce n'est pas quelque chose en soi de mauvais, c'est quelque chose qui permet au contraire de maintenir l'instinct de survie au premier plan. Mais à un moment donné, on n'en a pas forcément besoin, donc c'est comment on rééquilibre ça. Donc on a besoin de développer ces compétences-là. La confiance en soi et l'estime de soi, bien évidemment, vont être au cœur aussi de cette capacité à gérer l'inconnu, qui est particulièrement au cœur de la question de la grossesse et de l'interaction avec un enfant. On ne sait pas comment on va s'en sortir, même si on a déjà eu 6 ou 7 enfants. Donc MBCP, c'est un programme qui est initialement en 9 semaines, donc avec 9 séances de 3 heures, des pratiques ensuite quotidiennes, donc 9 séances de 3 heures en groupe, en collectif, des pratiques quotidiennes à la maison, 30 minutes par jour, 6 jours par semaine, une journée de pratique en silence où on va revisiter l'ensemble des pratiques et aller descendre un peu plus profondément dans ces capacités de développement de compétences psychosociales, et une réunion après la naissance du bébé. Donc ça, c'est le programme tel que Nancy Bardecki l'a conçu, et c'est le programme sur lequel sont formés aujourd'hui les instructeurs, instructrices en France. Il s'agit donc d'explorer tous les outils basés sur la pleine conscience qui permettent d'apprivoiser le stress. Il y a des pratiques qui sont evidence-based, c'est-à-dire qu'on fait des faits, qui ont fait la preuve de leur efficacité à la fois de manière très formelle, c'est ces fameuses 30 minutes par jour,
mais de plus en plus au décours de l'apprentissage, de manière informelle, quand je prends ma douche, quand je mange, quand je marche, quand je suis en train de discuter avec quelqu'un ou quand simplement je suis en train de faire une présentation. Et quel est mon niveau de conscience de l'ensemble de mon expérience que je suis en train de vivre. Les peurs et la douleur pendant la grossesse, on va s'y arrêter un instant, le travail et l'accouchement. Parler et écouter en pleine conscience, notamment dans deux directions, avec le professionnel de santé qui nous accompagne pendant tout le temps de la grossesse, savoir exprimer ses besoins, savoir peut-être exprimer un désaccord. Et également, fondamental, dans le couple, la capacité à exprimer ses peurs, à exprimer sa façon, la façon dont on se projette en tant que parent, etc., etc. Et donc, c'est le début de la parentalité. Comment aussi on se projette, comment être avec bébé, connaître les besoins du nouveau-né, les cycles du nouveau-né, l'allaitement pour ne pas être complètement surpris et submergé au moment où le bébé va être là. Donc, ça s'adresse tout particulièrement à la femme enceinte et à son partenaire, quel qu'il soit. Ça peut être le conjoint, la conjointe, ça peut être une personne de son choix. C'est la personne qui va accompagner, en fait, pendant toute la durée de ce processus d'apprentissage jusqu'à l'accouchement et après. Et c'est délivré par des professionnels de l'accompagnement à la périnatalité. Ça, c'est important. Donc, c'est déjà des professionnels qui savent très bien de quoi ils parlent, qui connaissent parfaitement le sujet et qui vont, dans leur palette de compétences, y intégrer ces éléments-là. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les pratiques evidence-based? On reverra ça aussi dans MBSR. Il s'agit de ce qu'on appelle le scan corporel, c'est porter son attention sur chaque partie du corps. Ça a l'air de rien, mais c'est un apprentissage qui prend du temps, mais qui permet effectivement de prendre conscience de la manière dont le mental vagabonde. Vous savez peut-être, la moitié du temps, notre mental n'est pas tout à fait présent. Même là, lorsque je vous parle, de temps en temps, j'ai des pensées sur des choses qui n'ont rien à voir avec cette conférence. C'est tout à fait normal, c'est ainsi que le mental fonctionne. C'est même très simple pour le mental, donc il ne s'agit pas de le corriger, mais il s'agit de s'en rendre compte. Et c'est ça, en fait, la pleine conscience. Je me rends compte qu'il y a du vagabondage mental et je reviens au sujet d'attention. Et alors qu'on sait que porter son attention à un bébé, par exemple, ou à ses propres ressentis lorsqu'on est enceinte, est fondamental dans la capacité de détecter aussi à la fois ses besoins, mais peut-être des signes de stress, voire de détresse, notamment chez un bébé, il est particulièrement important de développer ses capacités attentionnelles. Le scan corporel est une pratique extrêmement puissante, ça dure quand même 45 minutes, donc on a le temps, et c'est tous les jours qu'on va pratiquer ça, 6 jours sur 7, pendant ce programme. La méditation assise, c'est peut-être quelque chose de plus connu, là encore, sur des durées de 30 à 45 minutes. Le yoga, alors ça sont des mouvements, bien sûr, adaptés à la femme enceinte, qui ont été intégrés par Nancy Bardecki dans le programme, et qui vont permettre, il ne s'agit pas d'acquérir des compétences particulières en yoga, il s'agit plutôt de connaître ses limites de mouvement et d'être toujours au cœur de la réalité de ses capacités de mouvement alors que la grossesse évolue, plutôt que d'essayer de forcer les choses, par exemple. La marche méditative, ça c'est une pratique très classique dans les pratiques de mindfulness où on va être au contact des pas, au contact de son corps, mais aussi des pensées, alors que l'on est en train de marcher en silence. Les pratiques de loving kindness, alors loving kindness, c'est un mot anglais qui est un peu difficile à traduire en français. Ça a été traduit en bonté, amour bienveillant. Par là plutôt aussi d'autocompassion et compassion, puisque je l'ai présenté la dernière fois et c'est peut-être plus clair. Et vous pouvez vous référer à ces notions-là si vous le souhaitez. Et puis, fondamental, c'est cette intégration de cette capacité attentionnelle à ses propres ressentis, à ce qui se déroule, à ce qui est en train de se passer dans sa vie quotidienne. Et c'est là où vraiment on va commencer à développer une qualité. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de développer par rapport à ce que je vous ai montré au début? C'est cette flexibilité cognitive, c'est ces liens entre les différentes parties du cerveau. Donc là, ce sont un peu toutes les pratiques, donc c'est listé de manière un peu à la Prévert, si je puis dire, mais c'est vraiment toutes les pratiques et les thématiques qui vont être traitées dans le programme. Être avec bébé, donc comment
dans cette capacité à être plutôt qu'à vouloir faire, c'est ça que ça veut dire, faire des choses telles qu'on a pu les lire et toutes les informations parfois qu'on peut avoir sur comment être parent. Ici, l'invitation, c'est plutôt de se découvrir en tant que parent dans sa capacité là maintenant. On va bien sûr apprendre des aspects physiologiques, c'est important, la physiologie du travail, la douleur, la gestion de la douleur et de la peur. Les causes et les conditions, c'est comprendre en fait finalement les contextes dans lesquels la grossesse se déroule et qu'est-ce qui va générer ou pas de la souffrance. Parler, écouter en pleine conscience, j'en ai parlé. Les besoins du nouveau-né, l'allaitement, ça c'est vraiment fondamental. Comprendre que c'est pas par exemple la maman qui allait, mais c'est le bébé qui déclenche l'allaitement. Donc ça permet aussi de réduire pas mal de culpabilité chez les femmes qui ont des difficultés à allaiter par exemple. Et puis, tout au long de ce programme, c'est ce fil rouge, pardon, à comment on devient parent. C'est quoi ce processus de devenir parent? On ne naît pas parent, évidemment, mais il y a un processus qui est en train de se peut-être parfois inconscient. Et là, il s'agit d'y mettre de la conscience, c'est-à-dire essayer de voir qu'est-ce qui est en train de se passer en soi. Et bien entendu, rompre l'isolement en créant cette communauté dans le groupe. Alors là, je vais passer un peu plus vite parce que je voudrais vous montrer en fait comment on va travailler sur la douleur, mais simplement, parce que j'en ai parlé, c'est vraiment les thèmes fondamentaux. L'inconnu, c'est vraiment se familiariser avec ce qui est en train de se dérouler plutôt que d'essayer de plaquer quelque chose qu'on aurait voulu plaquer en avance. Les choses changent et donc c'est vraiment pendant la grossesse, il y a le corps qui change, tout est en train de changer. La psyché change. Donc, tout ça, c'est se familiariser avec le fait qu'on ne sait pas ce qui se passe, qu'on ne sait pas ce qui va se passer, plutôt que d'essayer de prévoir et de contrôler les choses. Et puis, sur la douleur, c'est fondamental. Nancy Bardecki a vraiment apporté quelque chose de nouveau sur la manière d'apprivoiser la douleur. La douleur physique, habituellement, ça nous signale qu'il y a une blessure, une maladie. Nancy Bardecki rappelle simplement que les douleurs de la grossesse ne sont ni une blessure ni une maladie, mais appartiennent à ce qu'elle a dénommé la catégorie des douleurs transformatrices. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui ne va pas. Pour autant, ça fait très mal. Et il se passe plein de choses, les pieds qui gonflent, les brûlures d'estomac, les douleurs lombaires. Mais ce n'est pas en train de signaler, en fait, il y a une blessure ou il y a une maladie. C'est simplement lié à la grossesse, simplement au sens, évidemment. C'est pas aussi simple. Mais pendant le travail, en fait, c'est juste se rappeler que physiologiquement, le corps va sécréter massivement deux hormones très puissantes, l'ocytocine qui va permettre la relation et les endorphines qui permettent de diminuer la douleur et cette capacité à y faire face, même appeler un certain courage pour y faire face. Et bien se rendre compte que le bébé lui aussi va connaître ce type de douleurs, qui ne sont pas des douleurs qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est plutôt quelque chose qui est en train de se transformer. Les dents qui poussent, par exemple, c'est vraiment quelque chose d'assez classique. Et puis être à deux, c'est comment on va. On parle souvent du rôle du père, par exemple, cette notion du rôle du père, la place du père, toujours un petit peu difficile à définir. En fait, là, le père n'a ni rôle ni place, il va clairement être là. Et c'est comment il s'intègre en fait dans le processus où l'autre parent qui est là ou l'autre personne qui va vouloir dont la maman va vouloir intégrer dans ce travail à deux. Donc communiquer entre partenaires, j'en ai parlé, c'est vraiment important et ça va se faire au travers d'exercices, de séries de questions-réponses sur notamment re-questionner sa propre enfance, les schémas, l'histoire. Est-ce que j'ai grandi dans une famille où les émotions, par exemple, c'était facile de les exprimer. Tout ça pour éviter le grand choc au moment de la naissance, par exemple, qui arrive entre parents, où on se rend compte que, en fait, on n'a jamais parlé de tout ça, qu'on n'a pas du tout la même vision de l'éducation, entre guillemets, ou la manière de prendre en charge un bébé, qui peut créer de forts conflits, par exemple, dans un couple. Enfin, voilà, d'essayer de poser des mots sur ce qui est habituellement plus implicite et qui va aider à avancer ensemble. Cultiver la bienveillance, c'est vraiment la bienveillance envers soi-même et envers son propre bébé, c'est de prendre. Cultiver la bienveillance, c'est vraiment se rendre compte à quel point on s'inquiète aussi, de manière générale, et voir ce qu'on peut faire pour essayer d'adoucir cette inquiétude permanente, surtout avec tous ces rendez-vous médicaux qui peuvent à chaque fois générer potentiellement une mauvaise nouvelle.
Pratiquer de manière formelle et informelle, bien entendu, ça j'en ai déjà parlé. Et ça va se présenter aussi évidemment avec le bébé, le découvrir, découvrir ce qui se passe et se découvrir. Et là, on retrouve les compétences psychosociales. Comment je peux me faire confiance et comment ce qu'on appelle les compétences parentales et le sentiment de compétence parentale qui, lorsqu'il est mauvais, peut être absolument difficile et générateur aussi de souffrance pour les parents. Et puis, donc, ben, évidemment, c'est le début de la parentalité, être au conscient et sur toute l'expérience. Et là, c'est ce qui va s'imprimer chez le bébé. Et j'ai montré à quel point c'était important dans la construction du bébé et des liens d'attachement. Ça, c'est quelque chose qui est assez commun à tous les programmes MBSR, sont les attitudes mentales essentielles. Donc, il y a cet esprit du débutant, c'est comment j'apprends en fait à vivre avec l'inconnu. Ça me permet de développer la curiosité et surtout mettre un petit peu de côté les émotions, le passé, les craintes du futur. Le non-jugement, c'est ce qui est en train de m'arriver. Ce sont des processus physiologiques, donc c'est ni bien ni mal. C'est important et surtout, c'est un processus continu, donc d'essayer d'éviter aussi de ne pas se fixer sur ce qui est en train de se dérouler. La patience, évidemment, vous avez compris, c'est quelque chose, je crois que toutes les femmes enceintes et les parents qui attendent un enfant savent à quel point la patience est au cœur du sujet. On ne peut pas pousser les choses, si je puis dire, on ne peut pas tirer ou pousser, on peut pas, donc il faut être patient. Et donc ça, on le travaille évidemment dans le programme, c'est fondamental. Le non-effort, ça revient un peu à ça, c'est-à-dire que là, on parle de coopération du mental avec le corps, parce que le mental, il aime bien en fait faire plein d'efforts pour essayer de nous amener là ou là. Ici, bah, en fait, voilà, c'est plus rester avec le processus et l'accompagner plutôt que de faire le processus. La confiance, évidemment, pour pouvoir agir au mieux en fonction de ses possibilités. Alors, l'acceptation, c'est un grand sujet. Il ne s'agit pas du tout de résignation. Il s'agit d'être en capacité de faire le constat de ce qui est en train de se dérouler. Donc, c'est vraiment reconnaître la situation, reconnaître la réactivité au stress, ce que j'ai montré tout à l'heure, et ensuite mettre en œuvre les résolutions dans telle ou telle situation qui sont les plus accessibles dans le moment. Le laisser être, ça revient un petit peu à cette idée de non-effort. Et puis la bienveillance, qui est vraiment cet antidote aux pensées négatives et à toutes les émotions qui peuvent déclencher à chaque fois ce pilote automatique de réactivité. Donc on apprend plein de pratiques qui nous permettent de s'ancrer par l'attention à toutes sortes d'objets d'attention. Le premier étant la respiration, ça peut être les sons, ça peut être les sensations du corps, tout ce qu'on va apprendre au décours des pratiques telles que le body scan et les autres. J'arrive presque terminé. On va passer, parce que c'est un peu complexe, mais c'est juste pour montrer encore une fois tous les impacts. On a en gros, lorsqu'on est dans l'activation du système nerveux, on a une balance entre deux systèmes qui sont le système sympathique qui, lui, active la défense et la réponse, enfin plutôt la réaction, et le système parasympathique qui, alors qu'on a pu répondre à une situation plutôt que réagir, je vais y revenir tout de suite, permet de déclencher les hormones comme l'ocytocine qui va venir équilibrer la sécrétion d'adrénaline et de cortisol. Et donc procurer tout un cortège de qualités et de sensations qui vont être plus confortables. Donc, on va travailler sur les événements désagréables, on va travailler sur les événements agréables, on va voir comment on y répond dans la vie quotidienne. C'est comme ça que petit à petit, on va pouvoir comprendre comment on active l'un ou l'autre de nos systèmes. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. C'est ce qu'a amené Nancy Bardecki, c'est que lorsque, ici, elle a pris l'exemple des contractions, et c'est ce qu'elle enseigne, et c'est ce qu'enseignent les instructrices MDCP à leurs patientes, c'est que la douleur, en fait, la douleur de la contraction, elle est extrêmement régulière, elle dure 1 minute. Et entre deux contractions, il y a environ 4 minutes. L'ensemble du processus fait environ 5 minutes. Ce qui se passe alors qu'on est
On sait évidemment que ça va, que la douleur va survenir, donc on va déjà commencer, avant même que la douleur arrive, à avoir ces fameuses anticipations, soit basées sur la mémoire du passé, soit basées sur ce que l'on craint a priori. Et donc, évidemment, l'adrénaline et le cortisol vont commencer à être sécrétés avant même que la douleur arrive, et ça va avoir des effets sur l'utérus et sur l'ensemble de l'organisme. Ce qui veut dire que pendant la douleur, évidemment, on a mal et on ne peut pas l'éviter. Après la douleur, on peut normalement revenir à un état basal où il n'y a plus de douleur. Mais le fait d'être dans la réactivité, le pilote automatique, peut nous empêcher complètement de venir un petit peu se ressourcer, se reposer et retrouver ce que nous amène le système parasympathique, c'est-à-dire un mieux-être entre deux contractions. Et donc, le fait de répondre plutôt que réagir, lorsqu'on réagit, c'est comme si en fait il y avait plus ces bosses de douleur. On a une douleur, donc si le travail dure 30 heures, ben on va avoir mal pendant 30 heures. Si on apprend petit à petit à respirer et à porter son attention et être complètement dans la douleur, en fait, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir mal, mais on reste dans la douleur, on n'est ni dans la mémoire de la précédente, ni dans l'anticipation de la suivante. Alors au moment où la douleur s'en va, on va aussi être au contact de cette absence de douleur et retrouver finalement un certain confort du fait de la possibilité d'être au contact tout simplement avec le fait que le cortisol est moins sécrété et que c'est des endorphines et de l'ocytocine qui va être sécrétée ici. Donc, on va travailler sur la notion de douleur transformatrice en s'interrogeant sur comment on ressent cette douleur, comment on la vit, quelle histoire aussi on va se raconter sur ce qu'on est en train de vivre, ce que l'on en pense. Et c'est comme ça, en arrivant à désagréger finalement la réalité de la sensation, ce qu'on en pense et la mémoire de la sensation, que petit à petit, on va acquérir des compétences psychosociales dans la gestion de la douleur. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites en ce moment depuis de nombreuses années. Larissa Duncan, qui est la chercheuse emblématique, qui a été la première à faire notamment un premier essai, un pilote contrôlé, randomisé, là, dont je vous mets ici les références, et qui a montré notamment la diminution de score de dépression qui restait faible après la naissance et qui continuait à être significativement plus bas chez des femmes qui avaient bénéficié d'une durée intensive d'un programme concentré sur une courte durée d'MBCP. D'autres chercheuses comme Gunilla Lundberg en Suède, qui elle a fait un travail qualitatif très intéressant en interrogeant des mamans et des papas sur ce qu'ils avaient vécu pendant le programme et globalement montrer en quoi en fait ça avait complètement modifié leur vision de la parentalité et en leur donnant ces compétences psychosociales. Vous avez ici toutes les références. Donc cet impact sur la parentalité, évidemment, du fait de ce travail de pratique, j'en ai parlé, augmentation de la flexibilité dans les processus, donc les connexions entre les différentes zones du cerveau, et aussi cette capacité avec le bébé d'être dans cette autorégulation parentale, ce qu'on appelle, c'est-à-dire dans cette relation parent-enfant qui s'ancre dans la réalité plutôt que dans la projection. Et bien sûr, l'impact sur les schémas intergénérationnels. C'est terminé. Oui, juste un mot, donc c'est la dernière diapo, parce que on parle beaucoup de la souffrance aussi des soignants. C'est pas un scoop, je pense, et que en fait, ce type de programme implique en fait un fort engagement de la part des soignants, mais je pense qu'elle fera le lien avec peut-être ce que dira Béatrice tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va travailler évidemment sur la relation au propre impact que peuvent avoir les situations dont on a la charge quand on est soignant. Et donc, on va pouvoir, de la même manière, en travaillant avec MBCP ou d'autres programmes, mais là, en l'occurrence avec MBCP, c'est vrai pour toutes les pratiques basées sur la mindfulness, travailler sur cette notion de fatigue empathique que j'avais un petit peu abordée la dernière fois,
parce qu'on va passer encore une fois de la réactivité à la capacité à réduire la souffrance dont on a conscience. Je crois que j'en ai fini là, la suivante. Juste pour vous dire merci beaucoup de votre attention. Merci, merci beaucoup pour cette présentation qui nous permet de bien nous installer dans le programme. On en comprend bien l'intention, la forme d'accompagnement. Et du coup, on va passer la parole au docteur Vermelin pour essayer de encore susciter un peu plus d'adhésion en parlant de l'application dans un programme qu'elle mène au sein de sa polyclinique. Béatrice, je vous laisse du coup installer votre diaporama. Alors, bonjour à tous et je vous remercie d'être là. Merci à Thierry pour son intervention dense et merci à la DRAPS et l'IREPS, Carole et Guillaume, de proposer ce programme et de l'ouvrir au public. Alors, je vais parler de ma petite expérience. Donc, c'est une expérience qui est tout à fait débutante. Et donc, je vais vous exprimer un petit peu ce retour d'expérience. Voilà. Alors, je précise d'abord mon parcours, donc en pleine conscience. Donc, j'ai commencé un premier séminaire de MBSR intensif en 2014, organisé par l'Association pour le développement de la mindfulness. Depuis, j'ai pratiqué 5 MBSR selon la formule des 8 semaines et j'ai rencontré Nancy Bardaquet pour la première fois en mars 2015 et j'étais présente à chaque séminaire de MBCP en France avec ou sans Nancy Bardaquet. Je pratique une retraite en silence tous les ans depuis 2014, sauf l'année dernière et cette année, je n'en ai pas encore fait, donc une retraite en silence de 5 à 10 jours. Et j'ai une pratique quotidienne de méditation, 6 jours sur 7. Et mon heure préférée, c'est 5h30 le matin, entre 20 et 45 minutes. Et je suis titulaire du diplôme de méditation en santé, promotion 2020 et DU de Montpellier, pour lequel le mémoire que j'ai traité un mémoire concernant donc l'apport de la méditation de pleine conscience et du programme MBCP sur le parcours santé en périnatalité et impact sur le déroulement, sur la démédicalisation de l'accouchement physiologique avec un point de vue du professionnel et un point de vue donc, des patientes qui ont intégré ce parcours. Et je suis en cours de DU de prévention, périnatalité, pleine conscience au Centre Pierre-Janet de Metz. Alors, dans mon activité professionnelle, il y a toujours une question guide qui m'a accompagnée, et c'est celle qu'Ivan Illich pose dans son essai sur la némésis médicale, l'expropriation de la santé, et cet essai a été écrit en 1974. Alors, Némésis, c'est la déesse de la vengeance, entre guillemets, hein, donc dans la mythologie grecque. Alors, cette question, c'est quel est le point d'équilibre entre ce que chacun peut faire de lui-même, ce qu'il peut faire avec ses proches, et ce pourquoi il a besoin de l'aide de professionnels habilités. Donc, voilà. Donc, la question de départ que pose le programme MBCP, c'est de quoi, en s'adressant donc au couple et à la femme enceinte, c'est de quoi avez-vous besoin pour votre grossesse, votre accouchement, la naissance de votre enfant et les débuts de la parentalité. Alors, c'est vrai que quand on pose cette question comme ça, de manière abrupte, entre guillemets, pour rentrer en matière, d'abord, c'est toujours un étonnement, et puis après commence seulement la réflexion, et la réflexion peut mettre des jours, voire des semaines, pour affiner un petit peu cette subtilité de ce que l'on ressent comme ses besoins véritables. Et c'est quand même ce temps de réflexion, il est quand même assez précieux pour permettre aux patientes de s'orienter vers vraiment ce qu'elles vraiment la reconnaissance de leurs besoins dans cette expérience
de maman, de future maman. Alors, on sait que les outils de la pleine conscience, par les interventions de mindfulness ou par le programme de MBCR, on sait qu'elles ont une efficacité sur différentes problématiques comme l'alimentation, le stress, les troubles du caractère, l'impulsivité et la réactivité, les douleurs et l'addiction. Or, en matière de périnatalité, on retrouve toutes ces problématiques. Et un point central reste quand même l'apparition d'un stress un peu inhabituel au cours de la grossesse, de l'accouchement et du retour à la maison. Donc, l'adaptation du MBCR par Nancy Bardakey en MBCP se trouve intéressante à proposer à toutes les femmes enceintes. Alors, donc c'est pour ça que globalement, toutes les problématiques posant problème au cours de la grossesse peuvent vraiment se focuser sur l'aspect stress. Et selon l'OMS, le stress apparaît chez une personne dont les ressources et les stratégies de gestion personnelle sont dépassées par les exigences qui lui sont posées. Et on s'aperçoit qu'en période prénatale, périnatale, le stress maternel va affecter 58% des femmes enceintes. Que les pères sont aussi stressés, mais bon, je n'ai pas retrouvé de chiffres particuliers, mais le stress du père peut aussi venir interférer ou majorer le stress maternel pendant cette période. Alors, on observe quand même deux sources de stress majeures au cours de la grossesse que la plupart des femmes vivent, et les sources sont représentées essentiellement par la question de l'état de santé de l'enfant, qui peut quelquefois être exacerbé par tous les différents tests préventifs que l'on peut faire, comme les dépistages de la trisomie 21 ou le dépistage de malformations au moment des échographies. Donc, selon les personnalités, ça peut être quelquefois dans des situations d'attente ou de dépistage positif qui impliquent une recherche diagnostique. C'est des périodes qui peuvent être difficiles pour la femme, et ça représente quand même une source majeure de stress. Et évidemment, il y a cette peur de la douleur de l'accouchement. Et donc, il y a des demandes qui sont classiques, non forcément bien exprimées, mais qui concernent le soutien adapté du coparent en salle de naissance, qui réclame aussi un accompagnement optimal des professionnels. Et on voit là la place que la péridurale a pris comme remplacement de l'accompagnement des femmes en salle de travail, puisqu'il n'y a plus cette douleur. Donc, l'accompagnement en salle de travail se résume souvent à une apparition, entre guillemets, de la sage-femme qui va durer quelques minutes pour faire un toucher vaginal toutes les heures ou toutes les 2 heures et demie. Donc, il y a vraiment en salle, la gestion de l'accouchement en salle de naissance est complètement différent quand il y a une péridurale ou non. Et il y a aussi ce besoin de réassurance vis-à-id de cette crainte de ne pas savoir faire face à tout ce qui se présente quand le bébé sera là ou quand il y a des inconforts au moment de la grossesse, et surtout cette période de l'accouchement qui éprouve le corps dans une transformation assez rapide avec des douleurs qui sont quand même fortement ressenties, à juste titre d'ailleurs. Alors, les facteurs favorisant du programme BCP on a pu mettre en évidence à travers l'expérience de cette pratique qui a d'abord concerné 3 patientes dans le cadre de mon mémoire, ça a été vraiment se réapproprier sa sensorialité et ses ressentis. Et ça, l'exercice du grain de raisin, après la petite surprise de cet exercice-là, parce que ça a été étonnant pour les 3 participantes,
eh bien, ça a permis de revenir à quelque chose d'extrêmement basique, de retrouver l'expression de sa propre sensorialité à travers le goût, l'odorat, la vision, l'ouïe et le toucher. Et tout ça, donc ça a permis de remettre une attention donc, dans le quotidien, dans tout ce que l'on peut faire qui mettait en jeu cette sensorialité. Et donc, c'était aussi expérimenter les attributs de la pleine conscience dans la vraie vie avec les 8 attitudes. Et déjà, ça a un impact transformateur assez important parce que ce sont des valeurs qui permettent d'être vraiment, d'aider à être dans cette présence. Et donc, le fait de réactiver ça, ça implique vraiment d'être ici. Et donc, le programme souligne aussi les liens entre la douleur et la peur que l'on qualifie de duo infernal. Ça veut dire que plus on a peur, plus on a peur, plus on a mal, et plus on a mal, plus on a peur. Donc, c'est déjà permettre de faire, de s'approprier cette sensation de peur, de travailler dessus de manière à déconnecter un petit peu l'emballement que peut induire ces émotions de peur et qui alimentent aussi la pensée que ça peut faire mal. Alors, pardon. Donc, le programme permet aussi de comprendre que la douleur de l'accouchement est une douleur physiologique, hein, comme Thierry l'a dit, et que c'est une douleur normale et transformatrice qui est comparable à la poussée dentaire. Donc, de comprendre aussi les 3 composantes de la douleur, qui est donc la composante sensorielle, émotionnelle et cognitive, et d'accéder à cette capacité d'agir en créant un espace entre le ressenti corporel de la douleur et ses composantes émotionnelles et cognitives qui permettent de laisser être et vraiment d'être dans la douleur et de ne pas la bloquer pour pouvoir permettre de vivre l'instant présent et de profiter de la période de calme qui suit la contraction utérine quand il s'agit de l'accouchement. Alors, durant le programme, on apprend aussi par des exercices de yoga à entraîner le corps au ressenti et l'expérience d'exercice des glaçons donc, permet aussi comment dire, de prendre conscience de la durée de la contraction utérine donc, et de faire participer le compagnon à l'aide pour vraiment assumer ce moment difficile du passage de la contraction. Donc, c'est intéressant parce que je trouve cet exercice de glaçon intéressant et j'ai plusieurs patientes qui, une fois par semaine, faisaient des exercices de glaçon avec leur conjoint donc pour justement apprendre à éduquer l'esprit qui, quand la douleur est présente, certaines ont bien pris conscience que quand le corps fait mal, l'esprit a tendance à quitter ce corps parce que ça fait trop mal, mais le simple fait d'avoir l'esprit entraîné, donc ça permettait de prendre conscience que l'esprit partait et à chaque fois de le ramener. Et aussitôt qu'il était ramené, il repartait à cause de la douleur. Et il y avait ce va-et-vient de l'esprit qui, en fait, lui permettait de vraiment rester dans l'instant présent et de passer le cap et de profiter après du système de calme après le flot de contraction. Donc,
c'est une méthode qui permet également de reconnaître le rôle actif du coparent. Alors, donc également, à travers ce programme, on apprend aux patientes d'exprimer ses besoins et ses attentes à travers, auprès des soignants, en posant des questions sur les bénéfices d'une attitude proposée, sur les risques d'une thérapeutique proposée, sur les alternatives possibles et sur la question de et pourquoi ne rien faire et est-ce que c'est utile de faire ce geste maintenant. Donc ça permet déjà de participer et de comprendre les actes médicaux que l'on peut poser au moment de l'accouchement. Donc, et aussi de faire comprendre qu'à l'opposé du système de stress, il existe aussi ce système de calme et contact que l'on peut tout à fait mobiliser. Et donc, d'être aussi en capacité de se préparer à l'inconnu et de développer et de mobiliser ainsi ses propres ressources. Alors, donc c'est une pratique d'accompagnement. Donc, on voit bien qu'à travers l'accompagnement, donc il existe, il est nécessaire pour le professionnel qui accompagne eh bien, d'être aussi lui-même bien entraîné aux outils de la pleine conscience, donc qui permet vraiment de canaliser la personne pour l'aider à aller jusqu'au bout de ce qu'elle est capable d'aller, et ça dans un contexte de ce que j'appelle flexi-sécurité, qui permet de tenir compte donc, des besoins dans l'instant présent et dans une relation de coopération, et qui permet donc d'approcher la naissance de l'enfant dans de meilleures dispositions psycho-émotionnelles. Mais les facteurs limitants pourraient être l'exigence de cette pratique. Donc, quand on choisit de se préparer à la naissance et à la parentalité par le programme de MBCP, eh bien, on s'engage dans une pratique quotidienne qui est à la fois formelle et informelle, et elle va donc concerner le couple en règle générale. Donc ça peut être un facteur limitant parce que souvent le coparent travaille et les disponibilités sont souvent tardives le soir ou en week-end, et ce sont des séances qui durent quand même assez longtemps, de l'ordre de 2h30, 3h, et comporte 9 séances en tout, avec une journée de pratique en silence. Alors, effectivement, ça nécessite une motivation. On peut faire face à des résistances parce que justement, il y a un engagement à une pratique régulière et quotidienne, puisqu'elle est basée sur un entraînement, et elle peut en elle-même, paradoxalement, constituer aussi un facteur de stress pour certaines personnes qui, dans le mode de recrutement, certaines personnes, quand on leur propose ce genre de modèle, eh bien, effectivement, c'est une contrainte trop importante et elles préfèrent choisir un mode de préparation beaucoup moins engageant et beaucoup plus soft, entre guillemets. Mais effectivement, dans les retours que j'ai pu avoir, c'est pour le retour à la maison, il y avait cette sérénité, cette capacité, cette douceur qui était apparue dans la manière de gérer les autres enfants de la famille, de répondre aux exigences des uns et des autres avec un plus grand calme, un plus grand recul et une moins grande anxiété par rapport à d'autres expériences vécues sur les naissances précédentes, comme la crainte de la mort subite du nourrisson, où elles étaient beaucoup plus adaptées à la demande de l'enfant
Et ça, c'était un bénéfice qu'elles pouvaient aussi conserver par la suite pour tous les autres aspects de leur vie. Alors, voilà, donc c'est ce que je voulais dire par rapport à ce retour d'expérience. Merci beaucoup, Madame Vermelin. Du coup, je vais peut-être laisser quelques petites minutes. Alors, j'ai laissé un peu plus de temps aux participants parce qu'on n'avait pas trop de questions. Mais là, voilà, je voudrais que vous puissiez partir en ayant posé les questions essentielles qui vous viennent au regard de la présentation, au regard des effets limitants, des effets favorisants. Comment ça fait écho en vous voilà, si vous pouvez vous exprimer sur le chat ou comme on n'est pas très nombreux, alors on n'a pas demandé les droits d'image, mais on pourra après s'arranger, on n'est pas très nombreux, donc je peux prendre ce risque-là. Vous pouvez rallumer vos micros et vos caméras et poser les questions. Il nous reste 5 petites minutes pour garder le cadre de cette 1h30 de matinale. À vos micros, alors je vais dire, et à vos vidéos, ce sera peut-être plus simple, ou à vos chats, ce qui vous va le mieux. Oui. Bonjour à tous, bonjour à Thierry en particulier qui m'a branché sur l'émission. Alors, je suis Marie-Paule Nous et j'organise ce fameux DU à la faculté de Metz et je suis très contente que vous ayez donné l'opportunité de présenter de façon très claire, parce que Thierry a fait un topo absolument extraordinaire, et d'obtenir le témoignage de Béatrice Vermeulen, que j'aurai certainement le plaisir de rencontrer à Metz dans quelques temps. Donc, c'est très important que vous fassiez circuler ces vidéos pour sensibiliser tous les corps de métier concernés par la périnatalité, que ce soit les sages-femmes, les gynécologues obstétriciens, les psychologues, etc. Enfin, tous les corps de métier concernés, parce que c'est une prise de conscience qui me paraît essentielle dans la prévention de la santé de l'enfant en partant du plus jeune âge et même du temps in utero. Et comme Thierry l'a montré, toute imprégnation de stress au niveau du cerveau de l'enfant même in utero peut avoir des conséquences dramatiques à la fois sur le plan psychologique et sur le plan de la santé. Ce que je vais pouvoir vous proposer, du coup, s'il n'y a pas de questions, peut-être c'est si ça vient par la suite de nous les faire passer. On fera des retours et des allers-retours avec les intervenants. En tout cas, merci beaucoup, oui, à ces présentations, à Monsieur Cardozo et à Madame Vermelin qui nous ont initiés et mis un petit peu dans ce monde de pratique. Vous avez les référents territoriaux des départements qui sont à votre service pour aller un peu plus loin et aller explorer tout ça avec vous. Vous avez leurs coordonnées sur le site de l'IREPS. Et on va vous remercier pour votre participation en espérant que ça va pouvoir s'égrener sur le territoire, qu'on va entendre parler de projets parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans les préparations à l'accouchement. On est de plus en plus sur les fameux 1000 jours. Donc voilà, si on peut agréger, mailler toutes ces techniques pour que chacun puisse déclencher sur une ou une autre des méthodes. Voilà, l'idée c'est d'avoir un panel d'offres qui va permettre à chacun cette flexibilité comme vous parliez et la méthode, le choix et le temps et le moment de la personne. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Et puis, Monsieur Cardozo, pour le 8 octobre avec une autre présentation de la méditation. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ah,